Bienvenue sur le plateau d'El Janoubia TV, bienvenue à tous pour ce nouveau numéro de l'émission L'Entretien, un peu particulier puisqu'on va être en duplex avec notre invité qui est en Hongrie. Frédéric Delavier, vous êtes philosophe et spécialiste de l'évolution humaine. Alors je vais vous demander déjà, bonjour et merci de communiquer avec nous de là où vous êtes. Qu'est-ce que c'est qu'être un spécialiste de l'évolution humaine, Frédéric ? C'est-à-dire que par ma formation, on va dire, sportive et par ma formation d'études, puisque j'ai été artiste, dessinateur, et je me suis spécialisé dans l'étude de l'anatomie humaine à la base, puis ensuite de l'anatomie comparée de l'évolution humaine, pour à la base dessiner, je me suis intéressé justement au corps humain, à son évolution, et comme j'étais en plus sportif, de haut niveau, on va dire, puisque j'ai quand même été vice-champion de France de powerlifting, ce qui était pas mal. Ça m'a permis de, justement, cette approche du sport, du dessin et de l'anatomie, de comprendre l'évolution humaine et de m'intéresser au corps. Donc, du coup, j'en ai fait mon métier, puisque j'ai écrit un livre, dans un premier temps, qui m'a permis d'être le Français le plus vendu en tant qu'auteur aux États-Unis pendant un certain temps, puisque j'ai vendu plus de 2,5 millions de livres aux États-Unis. Livres qui étaient dessinés et expliqués, qui parlaient des mouvements de musculation, des pathologies que l'on pouvait rencontrer. Et justement, j'en profitais pour faire des articles sur l'évolution humaine dans mes livres, des passages, pour bien expliquer pourquoi nous avions telle possibilité pour ce mouvement et nous étions réduits dans d'autres, et pourquoi nous étions fragiles sur certains mouvements et plus résistants sur d'autres. Donc, cette approche pluridisciplinaire m'a permis de gagner de l'argent. Donc, sport, anatomie, art, médical un peu bien sûr, et évolution. Alors, mais vous, à partir de vos travaux, on voit que vous faites une différence selon les humains et justement leur évolution en fonction de leur environnement, en fonction du climat. Non, il n'y a pas que le climat. En fonction du milieu. C'est différent parce que le climat entre en grande partie dans la structure de l'homme, le climat, mais c'est le milieu global qui joue. Ça veut dire, vous pouvez avoir un climat humide et tropical, mais limité au niveau territorial sur une île, et un climat aussi tropical humide dans une vaste forêt qui fait qu'il y a des communications avec beaucoup plus d'animaux terrestres, vous voyez, et beaucoup plus de concurrence puisqu'il y a des animaux qui vont bouger, donc il y a, et au niveau culture c'est la même chose, il y a donc une influence du milieu sur les humains, et c'est le milieu qui nous forge. Comme je dis tout le temps, nous sommes les enfants du milieu, nous sommes les enfants du climat, et c'est le climat qui façonne nos esprits. Et c'est ce que j'avais expliqué, il ne façonne pas que nos corps, il façonne aussi notre façon de penser et d'envisager l'avenir. Alors, comment à partir de cela, vous faites la différence selon qu'on est européen du Sud et maghrébin, par exemple? Alors, ça c'était mes grandes vidéos qui ont fait polémique. Il faut faire très attention. Alors, je dis ça, moi je m'en fous parce que moi je suis quelqu'un de très droit qui juge un homme pour sa valeur. Il faut faire très attention de ne pas mettre de valeur de supériorité et d'infériorité dans les différences que va générer le climat. Et, par exemple, un Européen est un individu de base, parce qu'après il y a des mélanges bien sûr, mais de base, qui est façonné par l'alternance des saisons. Et ça depuis des millions d'années. Mais après il y a eu des migrations, il y a toujours eu des contacts, les hommes ont toujours bougé. Il n'y a que les Indiens, on va dire, qui depuis 10 000 ans à peu près, les Amérindiens ont été isolés, ce qui leur a valu ces graves problèmes d'épidémie, puisqu'ils étaient isolés sur un continent qui s'était, je crois, séparé il y a 30 millions d'années, donc sans bactéries propres à l'être humain. Donc eux étaient dans un territoire vierge. Et quand les hommes sont arrivés, les hommes d'Eurasie qui étaient en contact avec les hommes d'Afrique, étaient en permanence en contact avec leurs bactéries, donc ils pouvaient faire des anticorps, les uns des anticorps pour les bactéries de l'Eurasie-Afrique, tous ensemble. Quand ils sont passés par exemple en Asie, en Amérique,
ils ont contaminé les Amérindiens qui n'avaient pas de maladie, si tu veux, qui n'avaient pas d'anticorps contre ces maladies que les Européens, les Asiatiques et les Africains s'échangeaient, même si c'est plus dur, ils s'échangent quand même. Ouais. Alors attention à ce que j'oublie pas ma question, Frédéric. Il y a des différences de mentalité entre les individus quand il y a, par exemple, ce que j'avais expliqué pour les Européens, quand il y a l'accès à la calorie, l'énergie. C'est-à-dire que le fait en Europe d'avoir un manque cyclique d'énergie, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'hiver, la mort de la nature, génère chez les individus une mentalité angoissée. Donc une mentalité accumulatrice et angoissée. Donc c'est pour ça qu'on a des dépressions, qu'on a des gens qui pensent à l'avenir en permanence. C'est pour ça qu'on a des magazines comme Psychologie Magazine pour les Européens, tout le temps penser à l'avenir, pour ça la valeur des études, travailler, l'avenir des enfants. Pourquoi? Parce qu'il faut accumuler pour passer l'hiver. Et si en Europe, tu n'as pas un toit, tu n'as pas accumulé de l'énergie et tu n'as pas un statut social qui te permette, dans des conditions optimales pour survivre, tu ne pourras pas monter socialement. Si tu veux, tu vas être dans la merde. Donc l'Européen est quelqu'un qui accumule en vue de passer l'hiver. Et ça, depuis des centaines de milliers d'années, on va dire. Puisque de toute façon, même s'il y a 60 000 ans que les sapiens, 40, 60 000 ans, ont envahi, paraît-il, l'Europe, il y a toujours eu des ponts génétiques. Il y a toujours eu des passages d'orientaux et d'Africains, même légers, en Europe, depuis des centaines de milliers d'années. Il y a tout le temps une évolution pareille entre l'Europe et l'Afrique, mais c'était des petits passages, mais qui permettaient de maintenir des ponts génétiques. Mais la grande invasion sapiens, on va dire, c'est 40, 60 000 ans. Et sapiens a été confronté aux Néandertaliens, qui eux-mêmes étaient des gens qui avaient ces adaptations déjà physiques pour passer l'hiver, mais aussi psychologiques pour s'adapter justement à cet hiver rigoureux, donc accumulateurs, des gens qui devaient faire des habits, se préparer à faire des habits pour l'hiver, déjà mettre du bois de côté pour passer l'hiver quand il y en avait, qui pensaient à s'engraisser un peu avant l'hiver. Donc toute une mentalité de prévision et d'angoisse de la mort de la nature qui a façonné les Européens et les Néandertaliens, même s'ils n'étaient pas nombreux, ont passé chez les Européens, donc chez les sapiens, ont passé ces gènes qui font que les Européens et les Eurasiens, les Asiatiques, et qui avaient aussi chez eux des souches habituées à des climats à peu près similaires, bien qu'un peu moins humides. On va dire c'est un peu différent, moins lumineux, on va dire plus lumineux, mais tout aussi froid l'hiver. Donc ce sont des gens qui ont ces saisons et qui ont passé leur gène à la grande invasion sapiens. Et après, ce sont les métis qui ont, si vous voulez, survécu. D'accord. Alors, Frédéric, les plus adaptés. Et quand on parle des Maghrébins, des Maghrébins. Alors, quand on parle des Maghrébins, ce qui peut intéresser les Maghrébins, c'est le fait que le Maghrébin vit dans un milieu. Alors là, les mecs m'attaquaient, non, c'est beau. Non, il vit dans un milieu à calories limitées. C'est pas avec alternance des cycles. C'est un milieu à calories limitées permanent. C'est-à-dire, même si le Maghreb a toujours été relativement près des côtes, relativement verdoyant, on s'aperçoit bien qu'en rentrant dans les terres, on rentre dans des climats qui deviennent de plus en plus secs et chauds. Donc, le territoire est très très limité. Il y a quoi? Il y a 100, 200, 300 km de verre. Et après, il n'y a plus rien. Tu comprends? Donc, ça fait des gens qui défendent âprement leur territoire, tu vois, et pour qui le territoire et la calorie est très importante et qui sont âpres à la défense du territoire et qui combattent pour ça. Donc une certaine agressivité pour défendre un territoire à calories limitées, d'où une structure sociale très particulière. Ce qu'on peut rencontrer, parce que le territoire est limité, ce qu'on peut rencontrer aussi, par exemple, chez les Moyen-Orientaux, par exemple chez les Saoudiens, tous ces habitants qui vivent là dans des climats semi-désertiques où justement la valeur de la calorie est encore plus importante puisque elle est quasiment absente. Donc le territoire a une valeur énorme. D'accord. Donc ce côté extrêmement tribal, en clan, qui pose des problèmes, qui a posé des problèmes justement à l'époque du prophète, puisqu'on voyait que chacun priait son idole derrière, et c'était en vérité le clan qui était abrité derrière son idole pour protéger un territoire
hein, et c'était des luttes incessantes pour un territoire très, 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 très pauvre. Alors, Frédéric… Une mentalité, oui, très tribale et très agressive. D'accord. Est-ce que justement le fait que les groupes humains forgent leur mentalité pendant des centaines de milliers d'années en fonction d'un milieu, finalement, ça montre bien que la colonisation culturelle est impossible, puisque le groupe humain qui va coloniser les autres va vouloir étendre sa façon de voir les choses à des peuples qui ont hérité, eux, de centaines de milliers d'années de façon de voir les choses en fonction de leur milieu, et que finalement, ça ne peut pas marcher. Alors, c'est pas que ça ne peut pas marcher, c'est que de toute façon, il va y avoir obligatoirement un consensus. On va prendre ce qui marche, et c'est ça l'avantage de l'enrichissement culturel, même si elle se fait avec, par exemple, sur la colonisation, elle s'est faite quand même d'une façon assez dure. C'est-à-dire quand les Européens sont venus avec leur mentalité de travailleurs imposés, parce qu'il fallait accumuler pour l'hiver, pour passer l'hiver, donc c'est une espèce d'obsession du travail. Hein. Pour le plus grand insulte pour un Allemand, par exemple, c'est asocial, Asie, c'est quand vous n'êtes pas attiré par votre travail. Hein. Et le stakhanovisme, c'est un truc russe. C'est pas un truc de maghrébin ou un truc d'oriental. C'est-à-dire, si vous voyez un maghrébin, un oriental qui bosse toute la journée, on va dire t'es con, tu vas crever de chaud, tu vois. Par contre, il est quand même obligé de prévoir et de défendre un territoire pauvre. Par contre, un Africain qui vit en Afrique subtropicale humide, le mec, il va se poser des questions quand on va dire mais pourquoi travailler, pourquoi ce besoin de réussite sociale et de s'imposer alors qu'il est dans un système tribal très bien équilibré où il vit un peu il vivait en espèce d'harmonie avec la nature. Hein, il y avait quelques guerres, mais la nature pourvoyait à la nourriture, puisqu'il n'y a pas de saison marquée, et il y a par le climat, par l'humidité, par la chaleur, par l'énergie qui vient du ciel, donc les photons, hein, il y a assez d'énergie, assez de plantes, assez d'animaux, assez de faune pour nourrir tout le monde. Et à l'époque, on était rarement en surpopulation, en Afrique tropicale humide, hein, subtropicale humide, en Afrique subsaharienne, en Afrique tropicale humide, parce qu'il y avait cette lutte de la nature entre elles, un foisonnement microbien aussi, qui éliminait les plus faibles. Tu vois. Donc, d'où la nécessité d'avoir beaucoup d'enfants. On vivait en abondance calorique, mais où l'angoisse de l'avenir n'existait pas. C'est-à-dire, c'est pas une question de bêtise, attention. Hein. Ils ont une très grande connaissance de la philosophie, de la valeur de la vie, de la mort. Ça n'a rien à voir, mais pas de civilisation extrêmement technique comme l'Europe qui a une civilisation technique pour préparer l'hiver à la base. Hein. Et pareil, au Maghreb en général, de toute façon, c'est assez pauvre, ce qui limite, en quelque sorte, les développements technologiques. Mais il y en a quand même, par l'arrivée, par tout ce bassin méditerranéen, qui est en fin de compte un bassin, une zone de commerce maritime, et on tourne en même temps autour. Ouais. Mais l'Europe, et si tu regardes l'Europe, tu regardes Google Earth, et tu regardes ça, la Terre, Google, la Terre, là, et tu verras très bien que l'Europe, c'est ouvert. C'est-à-dire sur 1000, 2000, 3000 km, c'est vert. Tu vois, et de la France, de la Bretagne jusqu'à la Chine, c'est vert. Tu vois, à part le désert de Mongolie, peut-être quelques trucs, mais tu passes là, c'est vert. Et tu regardes le Maghreb, c'est juste une petite étendue verte, coincée entre la Méditerranée et le désert. Tu vois. Alors Frédéric, est-ce que justement tout cela, quel est le rapport de tout cela avec les naissances, les politiques de naissance des groupes humains? Alors ça c'est très important. C'est-à-dire que, et c'est très important de le voir au niveau du… déjà, par exemple les Saoudiens. Tu sais, j'aime bien parler de Mohamed, et tu sais, il faisait des sacrifices, il tuait les petites filles. C'était dans le Coran, tu sais, il y a les petites filles, on les enterrait… Vivantes. Oui. Et en vérité, pourquoi il faisait ça? C'est très très primaire et très 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 dur. C'est vraiment, ça paraît un truc de barbare. Je ne justifie absolument pas ça. Mais si ces rites se sont conservés, c'est tout simplement parce que c'est un territoire à calories limitées, donc très peu d'énergie, hein, à part quelques oasis qui sont des zones de passage commerciaux entre l'Orient et l'Occident. Donc d'où la Mecque, tu vois, qui était une zone commerciale, mais autour c'est le désert. C'est très pauvre. Donc les gens conservent le territoire. Quand ils ont un enfant, un garçon, ils peuvent, avec ce garçon, à ce moment-là, faire fructifier la terre, travailler au champ, tu vois, et défendre ce territoire. Quand ils ont une fille, ça pose un problème.
Parce qu'une fille travaille moins durement, elle ne peut pas défendre un territoire. Et en plus, ça génère des enfants. Et si tu génères trop d'enfants et tu n'as pas assez à manger, ce qui est le cas, tu tombes vite en surpopulation. En surpopulation, en famine. Et en famine, en combat. donc en famine, puisque, en famine, puisque si tu commences à manquer de calories, bah, tu vas la chercher chez les autres. Tu vois, d'où troubles, d'où attaques, ou la pauvreté extrême qui entraîne toute la famille dans la merde. Donc on fait de la limitation de naissance, on faisait de la limitation de naissance en tuant les petites filles. C'est un peu ce qui se passait chez les Inuits, où on tuait des fois la petite fille. Tu vois ? C'est pour cette raison qu'on fait cela en Chine? En Chine, non. En Chine, c'est la politique du garçon. C'était différent. C'est parce que il y a eu la politique de l'enfant unique la en politique de l'enfant 1970. unique, maintenant c'est la politique de deux garçons, et ils veulent un garçon pour pouvoir s'occuper des parents, tu vois, pour pouvoir travailler, parce que le problème de la fille, c'est que ça va faire des enfants, ça va s'occuper des enfants, pas des parents, tu vois. Mais la Chine, c'est encore une autre histoire. C'est un pays qui a été façonné par le riz, Oui. tu vois. Oui. Et le riz, ça permet d'avoir déjà 2 récoltes par an, tu vois. Plus, tu as l'écriture logographique qui permet, avec cette écriture, de former des fonctionnaires, quoi. À la base, c'était les mandarins, c'était les... Donc on est dans un peuple de gestionnaires, alors là. On est un peuple de gestionnaires, Ouais. tu vois, qui, par leur gestion et par cette culture du riz, ont su créer un grand empire, un grand empire communiste. Pourquoi ? Parce que le riz a cette particularité par rapport au blé européen, c'est qu'il demande, pour être cultivé correctement, d'avoir d'abord un travail collectif des habitants du village qui ont chacun une parcelle. Donc, les habitants savent que s'ils ne font pas des canaux d'irrigation pour leurs parcelles en commun, ils ne vont pas pouvoir cultiver leurs parcelles. Donc, ça fait une mentalité très communautaire qui fait passer le groupe avant l'individu. Déjà, ça c'est important. C'est pour ça qu'ils sont tous les uns avec les autres. Ils ont cette mentalité. On n'est pas dans l'individualisme. La Chine, c'est un organisme qui fait passer le communautaire avant l'individu. Et ça, c'est le riz. C'est pas et qu'ils ont décidé qu'ils sont plus intelligents. C'est le milieu qui te forme. Alors pourquoi ? Alors que l'européen, c'est le blé. Et le blé, c'est différent. Chaque famille a sa parcelle. Elle met en jachère des parcelles. Elle en utilise d'autres. Et c'est celui qui fera fructifier le mieux sa parcelle qui vendra le plus de blé au village et qui se fera le plus d'argent et qui pourra avoir le plus d'enfants. Donc une espèce de lutte sans communautarisme. C'est une espèce d'individualisme européen déjà capitaliste. Tu comprends ? D'accord. Mais je produis pour moi-même, tu vois, avoir plus d'enfants. Alors que l'asiatique, c'est je travaille en commun et l'organisme asiatique se développe et à ce moment-là, génère de plus en plus de riz. Et en plus, cette écriture logographique qui permet d'unifier un grand État avec plein de peuples parlant des langues différentes. Même si les Chinois, pour nous, les Européens ou les Maghrébins se ressemblent, parce qu'ils ont tous les cheveux bruns, la peau plus ou moins jaune et puis les yeux bridés, ce sont quand même plusieurs peuples, tu vois, avec des langues différentes, mais qui ont été unis en Chine par l'écriture logographique, qui est une écriture symbolique qui se joue des langues. D'accord. Donc, il suffit d'avoir des écoles de mandarins, de fonctionnaires, et ces fonctionnaires permettent justement de gérer les approvisionnements énergétiques entre le sud, le nord, l'est et l'ouest. Tu comprends ? Frédéric. D'où cette école de fonctionnaires qui fait que les villages payent des études aux individus les mieux placés en Chine, tu vois, les plus intelligents de leur village, pour les envoyer dans des écoles de fonctionnaires. Et à ce moment-là, quand ils seront fonctionnaires, ils favoriseront le village qui les a promus fonctionnaires. Mais alors, est-ce que l'individualisme que l'on connaît beaucoup en Amérique du Nord ou en Europe, il existe aussi ailleurs, mais on le connaît de manière plus accentuée en Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord, est-ce que c'est finalement aujourd'hui, c'est ça, c'est comme ça, c'est l'évolution, puisque vous êtes spécialiste de l'évolution humaine, c'est l'évolution terminale, et puis tout le monde doit aller dans ce sens. Non, le système a marché un temps, n'est pas bon, il a des avantages, mais si tu veux, le capitalisme, on peut dire que c'est le blé. C'était à la base le blé. J'engrange du blé, c'est des parcelles individuelles. C'est cette mentalité, tu vois.
mais on est quand même ensemble. On bosse tous ensemble, mais il y a cette lutte interne qui fait qu'on va faire une lutte interne pour que le meilleur, celui qui accumule le plus, qui gagne le plus, puisse à ce moment-là gérer et les postes de direction et les possibilités de se reproduire les plus importantes. Mais évidemment, ça a ses limites. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le capitalisme, c'est-à-dire ce système de lutte, est dû aussi à la structure linguistique de l'Europe, puisque l'Europe est faite de plein de dialectes, de plein de langues différentes. Tu comprends? Pas comme la Chine. La Chine, c'est une seule. Moi, je m'amuse à comparer. Ce qui fait quand même qu'il y a derrière ça des aristocraties, tu vois, cultivées, qui, en fin de compte, par cette culture, peuvent gérer le pays, tu vois, et gérer les échanges entre les États. Mais pour ça, il faut avoir une culture, savoir parler des langues. À l'époque, c'était le français qui était la langue de l'aristocratie. On parlait ça à la cour de Russie. C'était la langue des aristocrates. Langue très complexe, tu vois, langue avec plein de variations dans les adjectifs, tu vois, qui très dur, tu vois, avec plein d'illogismes, qui permet de reconnaître les gens d'un certain milieu social, et comme ça ils ne se mélangent pas avec les gueux, et ils gardent l'énergie entre eux et ils peuvent gérer. Et donc c'est pour ça que le français était utilisé aussi un peu partout en Europe comme langue, à la base, avant l'anglais, comme langue de l'aristocratie, qui était la langue de la diplomatie, qui était en réalité la langue pour diriger l'Europe et pas laisser passer les gueux, les pauvres. Ma dernière question, Frédéric. Alors, à partir de là, de ce que vous dites, comment on peut expliquer, par exemple, les guerres, par exemple la Seconde Guerre mondiale ou la Première, ou comment on explique qu'un continent qui est très vert, un continent où il y a beaucoup de blé, où on a appris finalement à s'organiser autour de cela, comment en arrive-t-on à 50 millions de morts? C'est toujours des problèmes de gestion. C'est le grand cycle infernal. C'est progrès technologique. Progrès technologique égale surpopulation, puisque comme on a plus d'avantages, les progrès technologiques nous permettent d'avoir plus de calories, plus de naissances, surpopulation, baisse de calories, tu vois, baisse du niveau de vie, même si on est très nombreux, et ensuite c'est guerre, famine et maladie. Et donc, c'est un cycle, alors. On écrase tout et on recommence. C'est des cycles, tout simplement. C'est une question de mauvaise gestion. Ce qu'il faut, c'est apprendre à l'homme à se restreindre. Tu comprends? D'accord. Que ça soit économiquement, tu vois, tu n'as pas besoin de posséder le monde, que ça soit sexuellement. Et le problème, c'est que les Occidentaux sont dans ce cycle infernal, qui est un cycle qui a sa valeur quand même s'il est bâti sur le sang et les larmes, puisque progrès technologique, surpopulation, guerre, famine, régulation, naissance, donc on redescend et on repart. Tu vois. Mais il faut savoir que les guerres et les combats entre les Européens font que cette mentalité d'Européens, tu vois, qui est tout le temps dans cette espèce de capitalisme, cette espèce de course individualiste, bien qu'ils soient quand même unis, à l'innovation, génère justement ces innovations qui enrichissent l'humanité. Elles enrichissent l'humanité sur le sang et la souffrance des hommes. Merci beaucoup Frédéric pour toutes ces précisions. Voilà, je pars un peu en digression, tu me connais, mais bon. Merci en tout cas. J'étais un peu surpris parce que je ne savais pas qu'on le faisait aujourd'hui. Et ben voilà. À bientôt. À bientôt, salut. Et bien voilà, donc retour plateau après ces précisions sur l'évolution humaine. Je vous dis à bientôt pour un autre numéro de l'entretien sur Al Janoubia TV. Au revoir.